L'idée, c'était vraiment de réveiller les consciences, parce que on disait justement lors de l'avant-première, le régime iranien est assez fort pour ouvrir d'autres brèches et faire oublier ce massacre. C'est-à-dire que très vite, on est passé dans une autre phase. On a parlé de guerre, on a parlé de détroit d'Ormuz, mais ce massacre, il est passé quasiment inaperçu dans la mémoire collective. Et l'idée, c'est de le remettre au devant de la scène, en tout cas de le mettre sous les yeux des responsables politiques pour qu'ils se rendent compte qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé et quand ça sera possible, juger les responsables. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir deux journalistes ce matin pour parler d'un documentaire tout à fait exceptionnel. Il s'agit de Maxime Pérez. Maxime, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin et de notre ami aussi Rudy Saada. Rudy, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Merci d'être tous les deux avec nous ce matin sur Radio Kalita pour évoquer donc ce documentaire dont vous êtes les réalisateurs. Un documentaire qui se rapporte au massacre commis par le régime iranien, en particulier autour du mois de janvier dernier. Bien entendu, nous n'avons pas oublié ces dizaines de milliers de morts massacrés donc par le régime iranien. Et vous avez tous les deux décidé, et vous allez nous expliquer comment, de faire un documentaire presque sur le mode, si je puis dire, en s'inspirant de ce qui s'est passé après le 7 octobre, des images qui ont été tournées par les terroristes eux-mêmes à l'époque, les images sordides et horribles des massacres, essayer de sensibiliser l'opinion publique à ce qui s'était passé en janvier dernier. C'était ça votre volonté, Max et Rudy ? Oui, il y avait l'idée effectivement de créer un électrochoc à un moment où effectivement les Iraniens, notamment en exil, les communautés iraniennes qui sont d'ailleurs extrêmement proches des communautés juives qui manifestent ensemble, se sont sentis extrêmement seuls, extrêmement isolés, voyant que l'attention médiatique n'était pas du tout tournée vers ce qui s'était passé au mois de janvier. Puis il y a eu ensuite la guerre. Et il y a une profonde détresse parce que le traumatisme a été immense pour eux. La répression a été sans précédent. On parle de 40 000 morts, peut-être même 40 000 morts en l'espace de 48 heures, mais les chiffres sont extrêmement compliqués à vérifier et à consolider. Tant il y a une chape de plomb qui s'est abattue évidemment sur le pays avec la coupure d'Internet. Et tout ça, donc... nous a laissé penser que ces actions, cette répression a été programmée, préméditée, qu'il fallait absolument en parler, qu'il fallait absolument évidemment désigner les coupables. Et c'est un petit peu l'objet de ce documentaire qui a été construit comme un plaidoyer pour que derrière puisse, pourquoi pas s'enclencher des procédures judiciaires et que les responsables de ces massacres soient traduits devant la justice et peut-être même devant la justice internationale. Il y avait une volonté justement de s'inspirer de ce qui s'est passé après avec les images du 7 octobre. Justement, l'idée de départ qu'a amené Maxime, c'était de faire la même chose, c'est-à-dire un film des horreurs. Et en fait, on a vite évolué vers autre chose parce qu'on a travaillé donc avec une association qui s'appelle Nowruz, qui est une association d'avocats iraniens, franco-iraniens, même d'avocats qui sont pas iraniens et qui essayent de traduire in fine les responsables du régime en justice, les responsables de ces massacres. Donc leur angle, leur angle d'attaque, il est juridique et c'est là que le projet a un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'on s'est servi des images donc qui étaient collectées, authentifiées par l'association Nowruz pour amener un début comme un plaidoyer, c'est-à-dire d'amener les arguments qui pourraient un jour pousser le régime à être jugé. Donc il y a une première partie dans le film qui évidemment explique image à l'appui ce qui s'est passé, mais on a voulu aller plus loin parce que l'idée première de ce film, c'était de le montrer à des responsables politiques en France et ailleurs pour leur dire qu'il y avait matière à juger ces responsables comme avaient été jugés les responsables du génocide rwandais, comme avaient été jugés les responsables de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Donc c'est un film qui va au-delà d'un empilement, d'un enchaînement d'images d'horreur.
D'abord, comment on se procure ces images? Est-ce que ce sont les opposants qui ont réussi à récupérer des images de ces massacres? Parce que, bien entendu, il y avait le problème d'Internet. Comment vous avez fait pour récupérer ces images et pour les monter de telle sorte que ça en fasse, comme vous le disiez, un plaidoyer contre le régime? On a travaillé, on a été aidé évidemment dans notre travail par des militants iraniens euh, qui travaillent eux aussi avec cette association dont a parlé Rudy Norouz et qui ont évidemment fait ce travail de collecte, d'analyse des images, qui étaient même parfois en mesure de les géocaliser à travers des logiciels qu'ils utilisent, qu'ils transmettent et qu'ils ont transmis au mois de janvier aux manifestants. Mais c'est une association et ce sont des militants qui travaillent depuis, pour certains, plusieurs décennies sur la question des droits humains en Iran, donc qui essayent d'aider la population. Parfois même, ils les aident à s'exfiltrer. D'ailleurs, on a pu rencontrer, Rudy et moi, à Paris, 3 de ces manifestants. Un homme qui a été torturé, qui a subi de très graves sévices, et 2 femmes qui ont été véritablement témoins d'horreur. L'une d'entre elles qui a même été attaquée chez elle, pourchassée littéralement, parce qu'on allait chercher les manifestants jusqu'à chez eux, parfois jusque dans les hôpitaux où certains agonisaient, étaient grièvement blessés. Parfois, on allait même chercher les médecins qui traitaient ces manifestants blessés. Donc voilà, il a fallu ce travail de recoupage. Il a fallu aussi qu'on fasse des choix, Rudy et moi, pour évidemment utiliser les images les plus parlantes et celles qui pouvaient permettre une articulation de ce qu'on cherchait, c'est-à-dire in fine donc un cadrage juridique, quelque chose qui puisse servir de base à une inculpation, au travail essentiel de collecte des preuves qui précède toute procédure judiciaire dans les juridictions internationales. Alors, ce documentaire a été visionné, a été diffusé pour l'instant en séance, on va dire, fermée à on va dire, quelques dizaines ou centaines de privilégiés. Quelles sont les premières réactions? Il y a eu beaucoup de larmes dans la salle, de l'effroi, et j'allais dire pas forcément sur les images elles-mêmes, puisque les gens qui étaient lors de l'avant-première présents malheureusement ont l'habitude de voir ces images sur les canaux Telegram d'opposants iraniens, mais c'est les témoignages qui ont vraiment glacé l'assistance. Voilà, je pense que en tout cas on l'a montré pour l'instant à des gens qui étaient engagés dans cette cause voilà, pour soutenir le peuple iranien dans sa lutte pour la liberté, et il y a eu je pense que le film j'espère en tout cas touche les gens et réveille les consciences, et l'idée c'était vraiment de réveiller les consciences parce que on disait justement lors de l'avant-première, le régime iranien est assez fort pour ouvrir d'autres brèches et faire oublier ce massacre. C'est-à-dire que très vite, on est passé dans une autre phase. On a parlé de guerre, on a parlé de détroit d'Ormuz, mais ce massacre, il est passé voilà, quasiment inaperçu dans la mémoire collective. Et l'idée, c'est de le remettre au devant de la scène, en tout cas de le mettre sous les yeux des responsables politiques pour qu'ils se rendent compte qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, et quand ça sera possible, juger les responsables. Alors justement, quand ça sera possible, juger les responsables, c'est véritablement une grande énigme, parce que quelles sont les capacités dont vous disposez aujourd'hui, ou même les opposants iraniens disposent, pour justement essayer de traduire les responsables de ces massacres devant on va dire peut-être devant un tribunal international. Est-ce que par exemple ce documentaire à charge, il peut avoir un poids quelconque, par exemple auprès de la Cour pénale internationale ? Alors, on a dans le documentaire un ancien juge de la Cour internationale de justice, qui est d'origine rwandaise d'ailleurs, et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui d'être impliqué dans les procès contre ceux qui ont perpétré le génocide de 1994. Évidemment que si vous vous fiez à tous ceux qui témoignent dans ce documentaire, et notamment les juristes et avocats, il faut dès maintenant commencer le travail d'investigation, mais il faut aussi derrière qu'il y ait évidemment à la fois une médiatisation de ce document, et en même temps qu'il y ait une volonté politique d'incriminer
le régime iranien, la République islamique d'Iran, parfois nommément en allant évidemment désigner très directement des responsables, des cadres de l'armée, des cadres des gardiens de la révolution, des responsables du pouvoir en place. Et ça, derrière, ça peut avoir un prix quand on est un pays peut-être comme la France, avec qui il y a peut-être encore aujourd'hui des relations diplomatiques avec l'Iran, avec qui il peut y avoir aussi des risques de mesures de rétorsion. La menace terroriste émanant de la République islamique d'Iran existe. On sait qu'en Europe, il y a des cellules dormantes, que l'Iran peut être parfois à la manœuvre pour fomenter des attentats. Donc, tout ça rentre en ligne de compte, évidemment, quand on décide au niveau politique d'engager des procédures judiciaires. Et c'est peut-être ce qui bloque aujourd'hui et qui désespère en partie la diaspora iranienne. Évidemment, ça prendra du temps. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de juger le régime dans les 6 mois ou les 2 ans à venir. On l'a vu pour le Rwanda, on l'a vu pour l'ex-Yougoslavie, ça prend du temps. Mais si on ne collecte pas les preuves maintenant et qu'on ne lance pas, justement, comme le disait Maxime, qu'on ne met pas le sujet sur la table dès maintenant, évidemment, même s'il y a un changement de régime, un jour, ça sera plus difficile à faire. Donc l'important aujourd'hui, c'est pas forcément de les juger tout de suite parce qu'on sait que ça ne peut pas arriver s'il n'y a pas de changement de régime. D'ailleurs, c'est dit dans le documentaire et je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est impossible sans départ du régime iranien actuel. Mais collecter les preuves et les témoignages dès aujourd'hui, au moment où c'est frais, où ça vient d'arriver, de pouvoir avoir une certitude que ces choses-là sont arrivées, permettra dans quelques années à la justice de passer. Justement, je voudrais, par rapport au changement de régime, je voudrais avoir votre appréciation parce que sur Kalita, on interviewe régulièrement des opposants au régime, on se tient au courant, on sent effectivement cette solidarité qu'il y a entre l'État d'Israël et les opposants au régime iranien. Mais la question se pose, est-ce que vous avez le sentiment qu'il peut y avoir, après ce qui s'est passé, après ces 40 000 morts, après ces massacres, il peut y avoir un autre soulèvement, peut-être pas tout de suite, mais dans les prochains mois. C'est-à-dire qu'on fait souvent le décompte, la première vague d'attaques et de guerre, c'était en juin 2025, et finalement, le soulèvement s'est produit au mois de janvier. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que ce que vous avez vu et les relations que vous avez développées avec des opposants vous permettent de mieux prendre, on va dire, de mieux palper, on va dire, la réalité et de comprendre est-ce qu'il y a véritablement une chance pour que il y ait un nouveau soulèvement qui soit peut-être plus réussi que le précédent ? Le sentiment, c'est quand même qu'une occasion a été ratée. Quand les manifestants sont sortis dans la rue en janvier, le président américain Donald Trump leur a dit expressément que l'aide était en route. L'aide, elle est arrivée finalement que le 28 février. Ça a été le début de la guerre, des opérations israélo-américaines contre l'Iran, mais c'était déjà quasiment 5 à 6 semaines après les journées notamment du 9 et 10 janvier qui ont été les journées les plus sanglantes. Là, on estime que 30 à 35 000 personnes ont été tuées en l'espace de 48 heures. Donc il faut comprendre ce que ça représente pour une population. On parle des tués, mais il y a le double, voire le triple de blessés. C'est souvent comme ça statistiquement qu'un bilan se réalise. Et ce coup de massue pour la population iranienne, il a vraiment été très violent. Et derrière la guerre, ça a été un autre coup de massue pour la population iranienne, parce qu'ils ont été dans le brouillard de la guerre, parce qu'ils ont été coupés du monde à cause de l'arrêt d'Internet qui a été imposé par le régime. Et derrière, finalement, il y a ce résultat en demi-teinte. Le régime tient toujours. Il n'a pas été renversé non plus par la population. Et la question que vous posez, Daniel, est une question qui reste ouverte. Est-ce que aujourd'hui la population iranienne, usée, évidemment dans une situation économique extrêmement précaire, a les ressources pour se soulever à nouveau? On verra bien, le blocus américain est là et peut-être que ce blocus finira par agir à la fois sur le régime qui perd quand même des leviers financiers chaque jour à travers l'impossibilité pour lui, par exemple, d'exporter du pétrole, mais peut-être que
l'impact que cela aura aussi sur le tissu économique avec la fermeture d'usines quasiment toutes les semaines en Iran, qui a été encore rapporté ce matin par la presse iranienne. On ne parle même pas de la presse américaine ou israélienne. Bien, tout ça finira peut-être par agir et pousser les Iraniens à donner le coup de grâce qu'on espère tous évidemment et qu'on espérait au moment des opérations israélo-américaines. Eh bien, c'était extrêmement important de parler de ce documentaire. Une dernière question, sera ma dernière question. Est-ce que le documentaire est prévu d'être projeté en Israël prochainement ? On espère. En tout cas, on va essayer d'organiser un maximum de projections, à la fois même d'ailleurs pour la communauté juive en France, avec plaisir en Israël aussi. Et puis on va faire le tour des chaînes parce que voilà, il aura de l'impact à partir du moment où il pourra être montré au grand public. Donc on est en discussion avec quelques chaînes pour pouvoir le montrer parce que c'est le but, c'est de le montrer au plus grand nombre. Merci beaucoup Maxime Pérez et Rudy Saada d'avoir accepté de répondre à nos questions, et bravo pour ce documentaire donc sur les massacres de ces terribles journées du mois de janvier 2026. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, nous avoir fourni ces éléments extrêmement importants sur la réalisation de ce documentaire. Merci à vous deux. Merci Daniel. Merci Daniel.